Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une réflexion assez courte, mais qui bouscule pas mal de certitudes. C'est un texte de Pierre G. Martin daté de ce mois-ci, qui s'intitule Honneur aux vaincus. Ah oui, rien que le titre, ça annonce la couleur. On va pas parler des gagnants pour une fois. Exactement. Le point de départ de l'auteur, c'est une question qui m'a vraiment interpellée. Pourquoi est-ce qu'on est collectivement obsédé par les vainqueurs, par les success stories? Mhm, Alors que si on regarde les chiffres, l'échec est la norme, et de très loin. c'est ça. Alors pour les prochaines minutes, on va essayer de décortiquer ensemble cette tyrannie du succès et voir si, comme le suggère l'auteur, on ne devrait pas changer radicalement notre regard. C'est un vrai changement de perspective en fait. On va passer du temps non pas au sommet de la pyramide, mais sur sa base. Son immense base, C'est ça, celle que l'on ne regarde jamais. c'est ça. Et l'auteur y perd pas de temps, il nous balance une statistique dès le début, une sorte de coup de poing. La fameuse stat des 90%. Voilà. 90% des gens qui suivent un chemin, eh ben, ils échouent. Et ce qui est fou, c'est qu'il précise que c'est souvent le même chemin que celui des rares qui réussissent. Et ce chiffre, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un détail, c'est la fondation de toute sa pensée. Il pose une réalité mathématique, presque brutale. Oui, Face à notre culture qui nous raconte tout l'inverse, qui nous dit que le succès est à la portée de tous si on le veut vraiment. c'est ça, le fameux mythe du «quand on veut, on peut». Et pour illustrer à quel point notre vision est déformée, il prend un exemple massif, impossible à ignorer, Nelson Mandela. Ah oui, là on peut pas faire plus iconique. On est tous d'accord, c'est un symbole absolu de résilience, de victoire, mais là où le texte devient dérangeant, c'est qu'il nous demande qu'un et les autres. Hmm. Qu'en est-il des 90% de ses compagnons de lutte qui sont morts en prison ou qui ont tout simplement été oubliés par l'histoire? Et il va même plus loin, il pousse la provocation jusqu'à écrire, et là je le cite, «Peut-être que certains d'entre eux auront été plus héroïques que lui». Voilà. C'est une phrase extrêmement forte. On pourrait croire qu'il cherche à diminuer l'héritage de Mandela. Mais c'est tout le contraire, le texte le précise bien. Oui, tout à fait. Il n'enlève aucun mérite à Mandela. Il se sert de sa stature d'icône mondiale pour illustrer un mécanisme psychologique très puissant et très pervers. C'est ce qu'on appelle le biais du survivant. Exactement, le biais du survivant. C'est un phénomène connu, ça. Comment ça marche précisément? C'est un biais cognitif très courant. En gros, c'est notre tendance à tirer des conclusions en ne regardant que les exemples qui ont survécu. D'accord. L'exemple classique, c'est celui des avions de la Seconde Guerre mondiale. Les ingénieurs regardaient les avions qui revenaient de mission et ils renforçaient les zones qui étaient criblées de balles. Ce qui semble logique. Logique, oui, jusqu'à ce qu'un statisticien leur dise «Vous faites complètement fausse route. Les zones à renforcer, ce sont celles où il n'y a aucun impact sur les avions qui rentrent. Ah oui, Parce que ça veut dire que ceux qui ont été touchés à ces endroits, eh bien, ils ne sont jamais revenus.» c'est brillant. On apprend en regardant les échecs, pas juste les succès. Ça me fait penser à toutes ces biographies d'entrepreneurs. Bien sûr. On lit l'histoire de Steve Jobs, mais on ne lit jamais celle des 10 000 autres qui ont eu une idée similaire et dont la boîte a coulé. On a une vision complètement faussée. Exactement. En ne regardant que Mandela, on apprend les leçons de sa victoire. Mais on ignore les leçons peut-être bien plus nombreuses contenues dans les histoires des milliers d'autres. Et ça nous ramène à cette idée qu'ils auraient pu être plus héroïques. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire au fond plus héroïque? mais ce qui est fascinant, c'est que ça nous oblige à définir ce qu'on valorise. Qu'est-ce qui a le plus de mérite? Le résultat final, la victoire, le nom dans les livres d'histoire, Ou l'acte en lui-même? ou l'acte en lui-même? Le courage de se battre, le sacrifice, même si à la fin il y a la défaite et l'oubli. Et le texte, il suggère que notre société a très clairement choisi son camp. Celui du résultat. Celui du résultat. Seul le score final compte. D'accord. Donc, ce phénomène, il ne se limite pas à la politique. Le texte dit bien que cette règle des 90% d'échecs, on la retrouve Partout. partout. Dans les affaires, dans l'art, le sport. Il va même jusqu'à se demander si c'est pas une sorte de loi de la nature. Cette idée de loi de la nature, elle est centrale. Ça suggère que l'échec massif, c'est pas un bug du système. C'est une caractéristique fondamentale. Pour qu'une seule grande réussite émerge, il faut, par définition, une quantité astronomique de tentatives qui n'aboutissent pas. Pour rendre ça plus concret, il utilise une analogie que j'ai trouvée incroyable, celle de la forêt. Ah oui, elle est très parlante. Il nous demande, imaginez une forêt où l'on ne conserverait que les plus beaux, les plus grands arbres. Et sa conclusion est cinglante. Notre approche est pas très écologique et très injuste. C'est une métaphore parfaite, parce qu'un écosystème, c'est exactement ça. Un séquoia géant, il pousse pas tout seul au milieu de nulle part.
Il a besoin d'un sol qui a été enrichi pendant des siècles par des millions d'autres plantes, d'autres arbres qui sont nés et qui sont morts. Donc ces échecs. Ces échecs, ces arbres qui n'ont pas atteint sa taille, ont en fait créé l'humus, ils ont créé les conditions nécessaires à son succès. Les succès qu'on célèbre sont littéralement nourris par les échecs qu'on ignore. C'est une perspective assez vertigineuse. L'auteur applique ça à d'autres domaines. Oui, et de manière très parlante dans les arts, avec l'exemple de Mozart. Ah, Le texte rappelle qu'un génie comme lui, ce n'est pas une génération spontanée. Il est le fruit d'un long processus. Il a été précédé par des dizaines, des centaines de compositeurs que l'auteur appelle des proto-Mozart. des proto-Mozart. J'aime bien l'expression. Des gens qui ont défriché le terrain, en quelque sorte. C'est ça. Qui ont tenté des choses, développé le langage musical, et il donne un exemple très précis. Oui, c'est ça, j'allais y venir. Les fils de Jean-Sébastien Bach. C'est un cas d'école. L'auteur les décrit comme ayant un immense talent, et c'est vrai, Carl Philipp Emanuel Bach, par exemple, était une superstar en son temps. Et pourtant, On le connaît beaucoup moins. on le connaît beaucoup moins. Parce qu'ils sont arrivés, je cite, à une époque charnière très ingrate. Une période de transition entre le baroque de leur père et le classicisme qui allait suivre. Leur contexte historique a limité leur postérité alors que leur génie était là. C'est fou de se dire ça. Ils étaient brillants, mais ils sont arrivés en mauvais moment. C'est ça. C'est d'une injustice terrible. Ils font partie des 90% en somme. Précisément, ils sont ces arbres magnifiques qui n'ont pas atteint la canopée, mais qui ont enrichi le sol pour celui qui allait suivre, Mozart. En ne célébrant que Mozart, on célèbre la destination, mais on oublie tout le chemin. On ne voit que le sommet de l'Everest. Et on oublie toute la chaîne de l'Himalaya. Voilà, c'est une vision très aplatie, très simpliste de l'histoire. Cette idée d'injustice, ça soulève la question fondamentale. Mais pourquoi Pourquoi ce système fonctionne comme ça? Est-ce que c'est juste le destin, un coup de dé cosmique, comme il dit? Il pose ces questions, mais il semble pencher pour une autre explication. Une explication qui est beaucoup plus de notre ressort. Il suggère que c'est le résultat d'une, et je cite encore, profonde méconnaissance de notre part pour ce qui est du mérite, qu'importent les résultats. Le problème, ce serait nous. C'est nous. C'est la façon dont on définit le mérite. Mais on pourrait dire que le succès est la meilleure mesure du mérite, non? Si tu réussis, c'est que tu as bien fait les choses, tu le mérites. Et c'est là que le texte frappe le plus fort. Il insiste sur un point crucial. L'échec de ces vaincus malgré eux, ce n'est pas, dans la majorité des cas, dû à un manque de talent, d'effort ou de confiance en soi. Hmm. C'est ça la véritable tragédie. Ils ont coché toutes les cases, ils ont suivi le bon chemin, travaillé d'arrache-pied. Mais ils sont tombés du mauvais côté de la statistique, du mauvais côté des 90%. Donc, notre conception du mérite est complètement biaisée. On lie le mérite au résultat, alors que le résultat dépend de tellement de facteurs hors de notre contrôle. Le timing, la chance, le contexte. Oui, C'est tout le problème. Notre définition du mérite, elle est quasi exclusivement liée au succès visible, quantifiable. L'entreprise qui entre en bourse, l'athlète avec la médaille d'or. Le texte nous force à nous demander quelle est la valeur intrinsèque de l'effort surhumain d'un entrepreneur dont l'entreprise fait faillite. ou d'un lanceur d'alerte qui se retrouve brisé et seul. Exactement. Et notre système de valeurs actuel y répond pas grand-chose, presque rien. C'est une conclusion assez sombre quand on y pense. Ça rend la fin du texte encore plus poignante. Il termine sur une note très personnelle. Très simple, oui. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve cela d'une grande tristesse. Et, et c'est un sentiment qui résonne parce qu'on réalise que derrière les pourcentages, il y a des millions de destins humains. C'est exactement ça. C'est le coût humain de notre culte du vainqueur. Le sentiment d'injustice, l'invisibilité, la dévalorisation de vies entières passées à lutter, à créer, simplement parce qu'elles n'ont pas franchi la ligne d'arrivée en tête. C'est une solitude immense. Si on devait résumer, l'idée maîtresse de ce texte, honneur aux vaincus, c'est que notre fascination pour les 10% de gagnants nous rend complètement aveugles aux 90% restants. Tout à fait. Non seulement ça nous donne une vision du monde fausse, où on finit par croire que le succès est facile, mais ça crée surtout une injustice criante envers tous ceux qui, par leurs échecs, ont pavé la voie. Le titre, c'est pas juste un titre. Non, c'est un appel à l'action, un appel à recalibrer notre regard. Absolument. Et ça nous laisse avec une question de fond, une question à emporter.
Si Pierre G. Martin a raison, si chaque grand succès repose inévitablement sur un écosystème de 90% de tentatives qui n'ont pas abouti, alors quelle est notre responsabilité collective envers ces vaincus? Ne serait-il pas temps de commencer à redéfinir ce qu'on entend par succès? Hmm. Pour y inclure la valeur de la tentative, le courage de prendre un risque et toutes les leçons qu'on tire, même en silence, d'un échec.